Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver de nouveau sur les antennes de Humanitarian TV. À compter de ce jour, un nouveau programme rentre dans la grille des programmes de votre télévision préférée. C'est bien entendu l'émission Réalité économique, une émission d'analyse et de décryptage de l'actualité économique et financière du Cameroun et de tout le continent africain. Ce jour, pour l'amorce de ce programme, nous nous intéressons à la question de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse camerounaise. L'année 2020 a été marquée par la prépondérance de la crise sanitaire du coronavirus et son impact sur l'économie, avec à la clé un peu plus de 270 000 emplois perdus. Face à cette situation, le gouvernement interpelle les jeunes sur le défi de l'innovation, de l'entrepreneuriat et surtout de la création des valeurs ajoutées. Les pouvoirs publics ont même mis sur pied des mesures qui favoriseraient donc la création d'entreprises. Aujourd'hui, les jeunes sont donc face à leur destin. Seront-ils prêts à relever le défi? Nous poserons ce soir la question à nos invités. Mais avant de les accueillir, je m'en vais vous amener à la découverte du fait économique du jour. C'est cet autre prêt que l'État du Cameroun entend contracter cette année sur le marché européen des titres publics, emprunt de 450 milliards de francs CFA en vue de rembourser une précédente dette. Refinancement, le Cameroun retourne sur le marché des eurobonds. C'est un papier signé de Gabriel Messina Fouda. Le Cameroun prendra un nouvel emprunt à hauteur de 450 milliards de francs CFA pour la deuxième fois de l'histoire, et ceci dans les prochains mois. Dans un contexte économique difficile, les fonds mobilisés devraient servir au refinancement de l'eurobond de 2015. Le pays retourne ainsi sur le marché international des obligations et tentera de mobiliser auprès des investisseurs internationaux la dite somme à travers l'émission d'un nouvel eurobond. L'État mise ainsi sur le succès de cette opération pour refinancer la première obligation du genre émise en 2015 et dont les échéances de remboursement sont prévues pour la période de 2023 à 2025. Dans une correspondance signée de Ferdinand Ngongor le 24 mars dernier, le chef de l'État l'a fait savoir à travers son secrétaire général et donne l'accord au ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, pour le lancement de ce processus dont l'urgence reste signalée. Appelé à effectuer son premier versement de 150 milliards de francs CFA pour éponger une partie de la dette vers novembre 2023, le gouvernement mène à cet effet des discussions depuis fort longtemps pour honorer son engagement. En guise de solution, le pays devrait soit refinancer cette dette, soit la rembourser à partir des ressources propres de l'État sur la base des provisions. Le Cameroun a donc opté pour la première solution afin d'éviter un défaut de paiement. Pour l'instant, le pays jouit encore de la confiance des investisseurs avec une note de B2. Merci Gabriel Messina Fouda pour ce reportage réalisé avec le concours de Fabrice Douangla. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, j'accueille mes invités. Je commence bien entendu par ma droite, Fabrice Fernand Fangoua, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors je rappelle que vous êtes le président de Hannibal Consulting, qui fait quand même dans le conseil en investissement. Tout à fait, Hannibal Consulting est spécialisé dans le conseil en stratégie d'abord, mais également dans le conseil et l'accompagnement en matière de gestion d'investissement et de recherche de financement. Je note également que vous organisez très généralement à travers le pays des séminaires de formation des jeunes Camerounais dans l'entrepreneuriat. Et je crois que c'est d'ailleurs à ce titre que nous avons... Disons que sur les 3 dernières années, nous avons accompagné plus de 250 ou 300, je ne sais peut-être pas le chiffre exact, mais à plus ou moins 300 jeunes entreprises et entrepreneurs. Voilà. 300 jeunes entreprises et entrepreneurs. J'accueille un jeune qui, lui, a fait du journalisme sa passion. Steve Anisendo, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à mon companélistes et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef, surtout de la chaîne de télévision MBS TV, qui met en ligne, je pense bien, et qui s'est spécialisé dans la réalisation des grands magazines, des grands reportages surtout,
documentaire. On vous retrouve sur votre page YouTube MBS TV. Racontez-nous un peu, quelles sont, selon vous, les thématiques abordées très souvent. Qu'est-ce qui prime dans le choix d'un sujet à traiter? Alors, ce qu'il prime, ce n'est rien de plus que les sujets qui ont trait à l'entrepreneuriat, tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat jeune, féminin. Et en fait, l'idée part du fait que nous ayons constaté qu'au pays, on parle généralement d'entrepreneuriat, de jeunes, de machin, mais il n'y a pas un média dédié à l'entrepreneuriat. Maintenant, nous avons décidé de commencer en ligne. Ça veut dire que déjà, c'est le futur média. On n'a pas voulu entrer directement par des médias conventionnels. On essaye de faire le petit bout de chemin. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui emboîtent le pas, qui nous suivent après, mais ça va. C'est un environnement assez passionnant, mais terriblement difficile. Terriblement difficile. Mais on essaye de s'en sortir comme on peut. Merci Stéphanie Ando. Le décor est donc planté. Je m'en vais quand même, je retourne vers vous. Oui. Vous êtes mon confrère pour donner votre point de vue sur le reportage qui vient de passer en guise de mise en bouche. Le Cameroun retourne sur le marché européen des titres pour mobiliser un montant de 450 milliards de francs CFA, devant servir à rembourser une précédente dette. La question a fait les choux gras de la presse camerounaise tout au long de la semaine et suscité même des débats à travers les médias sociaux qui dénoncent donc ces pratiques de refinancement, arguant que la dette du Cameroun devient quelque peu insoutenable. Voilà, c'est bien ça le mot. Est-ce que vous avez le même sentiment? Alors, ma posture de journaliste me contraint à avoir un sentiment distant de celui du commun des Camerounais. Donc, il faudrait essayer de comprendre les raisons pour lesquelles est-ce que l'État du Cameroun décide de contracter une autre dette, même si c'est pour en payer une autre. Donc, nous traversons des périodes assez complexes dans notre pays. Je ne vais pas reciter, je ne vais pas toutes les citer ici. Il y a les guerres au nord-ouest, il y a la canne qu'on prépare, il y a la situation de Covid, il y a un tas de problèmes que nous vivons. C'est vrai qu'après, les Camerounais vont se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Qu'avons-nous fait de l'argent que nous avons d'abord eu des précédents prêts? Exact. Mais il faudrait comprendre que les histoires économiques ne se gèrent pas avec autant de facilité. Donc, dans le fond, emprunter encore de l'argent, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'après avoir rendu la dette pour laquelle on s'endette encore aujourd'hui, permettez-moi de me répéter, est-ce qu'on a déjà les revenus des dettes précédentes? Ça veut dire que les projets pour lesquels on a emprunté de l'argent précédemment, est-ce qu'on a déjà les revenus de ces dettes-là? Et c'est où on trouve des situations un peu ambiguës. Ça veut dire qu'on a des barrages, par exemple, qui aujourd'hui, on ne sait pas s'ils sont fonctionnels. On a des stades, on ne sait pas s'ils finiront un jour. On a des situations économiques toujours un peu bancales qui poussent à la réflexion. Et je pense que c'est seulement à ce niveau que le commun des Camerounais ne se retrouve pas. Et j'ose croire, de ma modeste posture de journaliste, qu'il ne faudrait pas juger ces Camerounais-là. Ils ont raison de poser des questions. Ils ont raison d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois, ils doivent être sous perfusion économique. C'est ce que j'ai envie de dire à la réalité. Même si je n'encourage pas forcément que nous soyons tout le temps sous des prêts et autres, j'essaye de comprendre quand même la population camerounaise dans ce sens-là. Fabrice Fernand-Fango, est-ce que vous avez le même sentiment aujourd'hui quand vous suivez cette question? Est-ce que la problématique de la qualité de la dette vous inquiète? Bon, je pense que le niveau d'endettement du Cameroun n'est pas encore alarmant. Parce que lorsqu'on va le comparer, par exemple, à celui de certaines grandes puissances, nous sommes encore autour de plus ou moins 40% du PIB, je pense bien, pendant que vous avez des pays qui sont à 150, 120, 200 même pour le Japon. Donc, le niveau d'endettement du Cameroun réellement ne pose pas encore problème.
Il faut aussi comprendre que l'endettement fait partie des leviers classiques de financement, que ce soit pour une entreprise ou alors que ce soit pour un État. Oui. Ce qui veut dire que le problème n'est pas l'endettement, mais le problème est l'efficience de cet endettement-là. Autrement dit, il faut apprécier deux choses. Premièrement, il faut apprécier de manière comparée la durée d'amortissement de la dette avec la durée d'amortissement des investissements qui sont censés être réalisés. Oui. Et là, justement, je le conseille, nous avons beaucoup de projets qui clairement ont pris du retard, ce qui signifie que les cash flows qui étaient censés être générés par ces projets-là également prennent du retard. Et ça pose un problème pour le remboursement des dettes qui ont permis de financer ces projets. La deuxième chose qu'il convient d'analyser, c'est la comparaison entre la rentabilité économique des investissements à réaliser et le coût de la dette. Si le coût de la dette est inférieur à la rentabilité économique du projet à réaliser, je pense qu'il faut y aller. Mais enfin, je crois que si le gouvernement y va, je ne suis pas membre du gouvernement, ni de près ni de loin, donc j'ose croire que c'est parce qu'ils ont pris le temps d'observer et d'analyser de manière globale. Parce que là aussi, il faut le dire, peut-être qu'on fait vite de dire que la dette de 450 millions, c'est pour rembourser une autre dette. Oui, mais je crois que généralement, ce type de raccourci ne correspond pas toujours à la réalité. Il faudrait analyser de fond en comble l'objet, n'est-ce pas, qui justifie ce nouvel endettement. Je serais quand même surpris de savoir que c'est 450 milliards pour rembourser une précédente dette de 450 milliards. Oui, alors pour mettre de l'eau à votre moulin, le Cameroun avait émis en 2015 un emprunt de 450 milliards sur le marché européen des titres à l'effet de financer les projets du plan d'urgence triennal. Alors 2015, une maturité de 10 ans, à partir de 2023, le Cameroun devrait commencer à rembourser 150 milliards de francs CFA jusqu'à... Vous convenez donc que c'est à partir de... Oui, à partir de 2023. Mais alors... fois qu'on devrait rembourser oui, mais alors, sauf que là, on est dans une posture... Et aujourd'hui, en 2021, oui, on est dans une posture d'anticipation. Bien évidemment, le gouvernement essaie d'anticiper sur la situation. En matière de dette, n'est-ce pas, le remboursement anticipé entraîne même plutôt des pénalités demandant à n'importe quel banquier. Non, il ne s'agit pas du remboursement anticipé. Ce que je dis, c'est que le Cameroun va tenter de mobiliser cette année parce que effectivement, sur les marchés financiers, les coûts de crédit sont un peu plus abordables. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, par exemple, s'est endettée à un taux de moins de 5%. Le Cameroun s'était endetté avec... il y a une conjoncture favorable. Alors, le Cameroun voudrait profiter de cette conjoncture. Alors, Stéphane Issé, il y a la question des coûts de crédit aussi qui commence à poser problème. Alors, Fabrice Fernand disait que le taux d'endettement par rapport au PIB est encore soutenable avec les 45%, 46%, 46,9% aujourd'hui, donc presque 48% du produit intérieur brut. Mais il y a quand même que le rythme d'endettement peut préoccuper. Lorsque nous avons atteint le point d'achèvement dans les années 2005, on a ramené notre dette presque à zéro et aujourd'hui, quelques années après, un peu plus de 20 ans après, on prend un rythme qui, s'il reste constant, d'ici 10 années, on aura traversé le seuil des 70%. Alors, ce que mon copanéliste, les exemples qu'il prenait, m'ont quand même semblé oser. C'est-à-dire que prendre des exemples de la Chine, des États-Unis et de la France, c'est osé. C'est osé pour des simples raisons. Et ils sont méthodiques. Oui. Ils sont méthodiques. En plus, il y a les banques de leur pays qui font le travail. Chez nous, c'est pas toujours clair. C'est pas aussi clair que ça. Ça veut dire que nous, on s'inquiète justement de ça. Ça veut dire que quand il y a un prêt, quand il y a des emprunts que nous faisons, c'est à quel taux, ça répond à quel projet, ça répond à quel... Donc, on ne comprend rien sur le flou total. Nous-mêmes qui sommes journalistes, parfois, quand tu veux faire une enquête là-dessus, il y a une sorte de loi d'omerta là-dedans. Donc, il n'y a pas de... Et c'est pour ça que je voudrais que vous compreniez les Camerounais. Ça veut dire qu'on vous dit, nous allons encore prendre un prêt. Je vais vraiment parler pour que le Camerounais lambda essaye de nous comprendre. Parce que des termes techniques pour des Camerounais lambda, c'est un peu compliqué. Surtout en ce qui concerne l'économie. Alors, c'est très simple. Nous allons encore emprunter de l'argent pour rembourser. Bon, vous avez évidemment dit que ça ne peut pas être uniquement pour rembourser. Et même non, je ne dis pas. Et même, admettons même, bon, pas qu'admettons. Je vais donc admettre que c'est ça, d'accord? Mais maintenant,
Quand on prend encore 450 milliards aujourd'hui, nous allons donner une partie. On va prendre une partie pour rembourser la dette. Le reste, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ça les questions simples et basiques que le simple Camerounais se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Où est-ce que ça va? Le projet dans lequel on a mis cet argent, que devient ce projet au bout d'un certain temps? Et les Camerounais voient ces projets. Ils sont physiques. Ça veut dire que les Camerounais vivent avec ces projets. Ils ne les voient pas avancer. D'accord? Quand il y a le stade de Lembe qui n'avance pas, oui, c'est visible de tous. Vous ne pouvez pas cacher ça. Le stade de Lembe pour lequel le Cameroun a été obligé vous ne pouvez pas dire à un Camerounais que ça 55 avance, milliards supplémentaires. Alors que lui, tous les jours, il voit que ça n'avance pas. Donc, c'est ça le problème. Je crois que dire que ça n'avance pas, bon, déjà, je ne vais pas me constituer en avocat, comme avocat du gouvernement. Mais du moins, ça avance, ça n'a pas d'escargot. Je dis ce que je pense. Voilà, là, au moins, déjà, on va dans la bonne direction. Je suis pas de dire que ça n'avance pas, je crois que c'est vraiment fait de l'extrapolation. Dire que ça avance moins vite que ce que l'on aurait souhaité, ça, tout le monde peut le concéder. Oui. Mais je pense que quand vous regardez, vous avez pris l'exemple d'Olembe. J'habite tout juste à côté. Tous les matins, quand je me lève, je vois quand même un truc qui est là-bas. Pour dire que ça avance, pas aussi vite qu'on aurait pu le croire. Quand vous prenez, je vais dans la zone du Mbam-Kim, par exemple, le pont le pont de Natigal, comme on l'a appelé, sur le fleuve, qui permet, n'est-ce pas, d'ouvrir la voie vers ce département-là qui est l'un des premiers vivriers, greniers du moins, en matière de production vivrière au Cameroun. Cette route aujourd'hui, elle passe. Quand vous quittez de Yaoundé et vous allez faire vos champs, n'est-ce pas? Je le dis parce que nous avons des activités de ce côté-là. Mais je vous assure que pour les opérateurs économiques, c'est une réduction de coûts pas possible. Vous aurez plus tard également l'axe qui relie le centre avec la Damawa, qui va voir comme ça là une réduction de près de 200 km dans la durée du transport. Je vais peut-être aller également avec un autre axe qui peut-être lui n'est pas encore aussi tout à fait terminé que celui que je viens d'expliquer, mais qui va relier le Nkam, notamment à Yaba, si c'est chez moi, avec la métropole de Douala. Et là aussi, c'est de grosses opportunités. Nous décrions tous le fait que ça avance moins vite que ce que l'on aurait souhaité, mais quand même ça avance, il faut le reconnaître. Merci, très chers messieurs. Ceci n'était pas la thématique du jour. On va prendre une légère transition. On se retrouve juste derrière pour parler de l'emploi des jeunes. Autour sur ce plateau, Fabrice Fernand-Fangois, je vais commencer par vous donner la parole. On a ce chiffre qui a été lâché en fin d'année 2020 par le ministre camerounais de l'Emploi, Issa Chiroma Bakary. 270 000 emplois ont été perdus en 2020 du fait de la crise sanitaire du coronavirus. Il y a eu les restrictions, les mesures barrières qui ont entraîné un certain nombre de restrictions dans les entreprises. Une bonne frange du personnel dans certaines entreprises, je vais le dire, a été donc limogée. Pour les jeunes entrepreneurs, le coronavirus aurait pu présenter aussi une opportunité en création de richesse, au-delà de ce climat sombre que nous présentons tous les jours. Oui, je crois que chaque fois que l'humanité fait face à des changements brutaux, que ce soit suite à des guerres, que ce soit suite à des pandémies ou alors suite à l'évolution technologique, on va toujours avoir deux catégories de personnes, ou du moins d'acteurs. On va avoir ceux-là qui vont disparaître et on va avoir ceux-là qui vont naître. On va avoir ceux-là qui vont pleurer et on va avoir ceux-là qui vont sourire. Maintenant, c'est à chacun des acteurs de créer des conditions pour se retrouver en fait du bon côté de l'histoire. Pour revenir à la crise Corona, on doit dire qu'elle est inédite. Notamment, je ne vais pas parler des autres pays du monde, je parle de ce que je connais. Le Cameroun, c'est une crise inédite au Cameroun. Nous, par exemple, dans les entreprises, nous avons connu un choc. Nous avons dû, l'année dernière, mettre une partie du personnel en congé technique. Mais immédiatement, il a fallu repenser le modèle de l'entreprise et s'adapter, en fait, à cette nouvelle réalité. Parce que quand vous avez un événement en face de vous, si vous avez le pouvoir de changer la donne, vous devez l'exercer et changer cette donne-là. Mais si vous n'avez pas le pouvoir de changer la donne, vous devez être capable de vous adapter à cette donne. Et une des pistes de solution aujourd'hui que toutes les entreprises devraient notamment explorer, c'est la digitalisation.
Oui. Parce qu'en fait, avec la digitalisation, je vais terminer par là, je vais peut-être vous surprendre, nous avons pu améliorer notre niveau de rentabilité. Donc, nous avons eu des résultats qui étaient près de 2 fois supérieurs à ceux qui étaient prévus, grâce justement à la digitalisation. Et je ne pense pas que s'il n'y avait pas eu la crise de Corona, nous serions allés aussi vite en fait dans ce schéma-là. Alors, Steve Anisendo, les pouvoirs publics demandent à la jeunesse camerounaise de réinventer leur modèle économique, je veux dire aux entrepreneurs, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, et même aux grandes entreprises, de réinventer leur modèle économique pour faire face à cette crise sanitaire dont une deuxième vague, peut-être beaucoup plus dévastatrice, est annoncée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les conditions sont réunies pour permettre à ce que les Camerounais, les entrepreneurs camerounais, les jeunes Camerounais puissent faire de la crise du coronavirus une opportunité économique? Alors, moi, ça me semble gênant que justement ceux qui sont mandatés pour aider les jeunes entrepreneurs camerounais à s'adapter à la nouvelle méthode ou aux nouvelles donnes, les laissent et puis les demandent de se débrouiller. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Non, c'est pas se débrouiller. En fait, non, je suis responsable des propos que je... D'accord. C'est exactement ça. D'accord. Je ne vais pas utiliser les termes techniques. Je voudrais vraiment que le commun des Camerounais nous comprenne. Moi, ça me semble gênant. Vous ne pouvez pas demander aux entrepreneurs camerounais de s'adapter comme ça à la nouvelle donne qu'impose la pandémie de coronavirus. Ça, c'est bien. Maintenant, ce qu'ils demandent aux entrepreneurs camerounais, c'est ce que les entrepreneurs camerounais passent le temps à faire au quotidien. S'adapter. Parce que dans le fond, ils n'ont pas toujours reçu cet accompagnement-là. Toujours, je dis toujours. Ça veut dire que il y en a qui en bénéficient, mais la majeure partie, pour nous qui sommes sur le terrain, c'est des self-made men. C'est des gens qui se sont battus, qui ont construit leurs entreprises d'eux-mêmes. Donc, les entrepreneurs camerounais ont les ressources, mais c'est des ressources qui viennent d'eux-mêmes, c'est des ressources personnelles. C'est leur intelligence, c'est leur argent, c'est leur savoir qui leur permet de s'adapter à ce qu'ils vivent actuellement. Sinon, moi j'ai une question. Quel est le programme qui a été prévu justement par ce ministère en temps de coronavirus? C'est quoi le programme c'est quoi le programme d'urgence qui a été mis sur pied par ce ministère-là pour accompagner les entrepreneurs à affronter de manière peut-être plus facile la pandémie de coronavirus? Je ne pense pas que quelqu'un puisse me répondre sérieusement là-dessus. Moi, j'ai même un peu envie de, si tu permets, de rebondir sur ce que Steve vient de dire. Effectivement, on se pose parfois des questions lorsqu'on écoute certaines déclarations de certains de nos dirigeants. Bon, mais après, je le dis peut-être en tant qu'entrepreneur, si vous voulez toujours attendre que l'information vienne à vous, vous risquerez quelquefois d'attendre très longtemps. Il y a des choses qui se font pas à la vitesse qu'on aurait souhaité, mais il y a quand même des choses qui se font. J'aimerais peut-être en parler d'une ou deux. Et je pense que les entrepreneurs qui nous écoutent, ça pourrait leur être utile. Oui. L'année dernière, je pense que ça va même être reconnu cette année-ci, nous avons par exemple eu au ministère des Petites et Moyennes Entreprises le fonds Covid. Oui. Je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer parce que c'est l'une des rares portée par les instances gouvernementales et qui se déroule d'une manière relativement transparente. Alors, une dotation au ministère des Petites et Moyennes Entreprises en vue de soutenir les PME les plus touchées par Tout à fait. Alors, sauf qu'après, il y a eu des plaintes qui sont venues après, des personnes qui estimaient que le montant qui avait été consenti à leur égard n'était pas significatif. Je ne pouvais pas permettre de relance de leurs activités. Non, c'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Mais je sais que si j'ai besoin de 100 et on me donne 1, je prends d'abord et je dis merci. Parce que vaut mieux 1 que 0. Oui. Je n'avais pas terminé. Il y a ce premier point-là. Mais il est aussi important d'analyser, par exemple, les dispositions de la loi de finances 2021. Oui. Et trouver des brèches à l'intérieur dans lesquelles il faut s'engouffrer. Beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'un centre de gestion agréé, un CGA.
Pourtant, aujourd'hui, lorsque vous vous inscrivez dans un CGA, vous, jeune entreprise, vous bénéficiez automatiquement déjà de 2 ans d'exonération de patente, mais surtout d'un abattement fiscal de 50%. Ça veut dire concrètement que vous payez moitié moins d'impôts. Nous savons que plus de 75% en fait du tissu économique camerounais correspond à cette catégorie d'entreprises faisant moins de 100 millions de chiffres d'affaires par an. Et c'est eux qui créent l'essentiel des emplois, d'ailleurs, ce qu'on appelle vulgairement les petites mains. Mais très peu savent même qu'en s'inscrivant dans un CGA, ils vont bénéficier de ces exonérations-là. Pour les entreprises qui ne sont plus éligibles au CGA, il faut aussi noter et apprécier la réduction de 2 points sur le taux d'impôt appliqué à ces entreprises-là. Voilà. L'impôt sur les sociétés. Tout à fait, pour celles qui font moins de 3 milliards de chiffres d'affaires. Et je vais terminer par une mesure très importante encore, mais que beaucoup ignorent. C'est notamment la loi sur les startups du numérique. Il y a eu la circulaire d'application de la Direction générale des impôts qui est venue quelque chose comme 2 mois après la promulgation de la loi de finances 2021. Aujourd'hui, si vous êtes une start-up, vous êtes dans le domaine du numérique, dans les nouvelles technologies et la communication, tout ce qui touche au digital, vous bénéficiez en vous inscrivant dans un CGA de 5 ans d'exonération totale. Oui. Ça, combien de Camerounais le savent? Alors. On a parfois l'impression que c'est des vues de l'esprit, mais je vous dis bien que c'est des réalités. D'accord. Alors, Steve Anisendo, il y a un problème. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les jeunes Camerounais sont disposés à créer de la richesse? Les jeunes qui font des formations dans des écoles, des formations dans divers domaines. Est-ce que vous pensez que ces formations-là, somme toute, leur permettent aujourd'hui d'intégrer dans leur esprit qu'au sortir de cela, ils doivent se lancer immédiatement dans la création de richesses, parce qu'on est aussi au-delà de ces avantages, de ces facilités que vient de présenter Fernand Fangwa. Il faudrait aussi qu'il y ait une disposition mentale, je veux dire comme ça, à entreprendre, à se lancer, à créer de la richesse. Est-ce que vous pensez que les formations professionnelles aujourd'hui favorisent cela? Alors, il y a moins d'une semaine, que l'équipe d'MBS TV a eu à publier une enquête là-dessus, pour savoir si les formations académiques et professionnelles aident les jeunes à affronter l'environnement entrepreneurial et éventuellement si eux-mêmes sont prédisposés à affronter ce monde-là. Alors, ce n'est pas aussi évident que ça au bout de l'enquête. C'est ce que nous avons compris. Parce qu'il y a certaines responsabilités qu'on se doit, de manière tout honnête, de rétablir. Déjà, les formations à la réalité ne font que ce qu'elles doivent faire. Donc, il est d'abord déjà gênant que des universités, par exemple, d'État, qui, on le sait, les universités d'État reçoivent les plus grandes quantités d'étudiants dans les universités, pratiquement. Donc, de bacheliers, disons. De bacheliers, oui. On va dire ça comme ça. Est-ce que vous savez à partir de quel moment est-ce qu'un étudiant, par exemple, de Yaoundé 1, commence à avoir des cours d'initiation à l'entrepreneuriat? En Master 1. Et même là, il faut voir quelle qualité. D'accord. En Master. Et c'est inquiétant. Ça veut dire qu'il y a des gars qui s'arrêtent en licence, finissent leur cursus en licence, sans jamais avoir fait un quelconque cours d'initiation à l'entrepreneuriat, dans un pays qui est en majeure partie jeune. Dans un pays où le taux de chômage est inquiétant, on va donner des cours d'initiation à l'entrepreneuriat à un gars de Yaoundé 1 quand il entre en Master 1. Ça, c'est gênant. Moi, je pense que c'est des cours qui doivent être effectifs, même à partir de terminale. Même à partir de terminale. C'est vrai que certains vont me dire, n'est-ce pas, il y a des cours de, je ne sais pas, cette école d'agriculture de Yabassi et autres. Oui. Lycée d'agriculture. Oui, mais pourquoi est-ce que vous ne commencez pas plus bas? Parce qu'en Master 1, quand même, on n'a pas tous des prédispositions intellectuelles qui nous poussent à aller en Master. Il faudrait bien que nous soyons d'accord là-dessus. Ce n'est pas une discrimination, mais c'est un fait. En dehors de ça, il y a des programmes gouvernementaux qui servent, qui sont presque
sélectifs. D'accord? Qui sont presque sélectifs. Il faut le rappeler. Il y a des programmes gouvernementaux dont certains bénéficient et d'autres pas. Nous avons enquêté sur des jeunes qui ont bénéficié de ces programmes-là et d'autres qui n'en ont pas. Ça veut dire qu'ils sont passés par les mêmes canevas. Oui. Il y en a qui ont eu cette chance. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance aussi. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que l'autre a mérité et pas l'autre. Mais quand tu entres dans le fond, tu comprends pourquoi. Il y a toujours des chemins, pas toujours catholiques, orthodoxes. Maintenant, à la fin, je voudrais aussi quand même dire aux jeunes, à eux-mêmes. Oui. Parce que parfois, des jeunes font des formations, entrent dans des incubateurs. Je ne sais pas moi. On a eu des jeunes, par exemple, de l'école d'agriculture de Benguela, qui en ressortent et qui après vont faire le concours de l'armée, de l'EMIA, de l'ENAM. D'accord? Et là, tu ne comprends pas ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'un gars qui a fait une formation en agriculture et par ricochet d'initiation à l'entrepreneuriat se lève un matin et décide encore de faire un concours administratif? Peut-être parce que la société camerounaise aussi a décidé de faire comprendre aux gens que quand tu es fonctionnaire, tu es un privilégié. Donc, nous sommes dans un pays où un fonctionnaire peut être milliardaire. Donc, il faut bien... Et ces images-là, les jeunes les assimilent. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est tout ça qu'il faut changer. Donc, les jeunes eux-mêmes sont responsables, en partie. Il faudrait qu'ils le comprennent. Les institutions académiques en sont responsables. Et maintenant, les ministères et les programmes mis sur pied pour amener les jeunes à investir, à s'investir dans l'entrepreneuriat aussi le sont. Donc, ce n'est pas un sujet sur lequel on va décider de la responsabilité unique d'un groupuscule ou non. Ce n'est pas possible du tout. Ce serait de la mauvaise foi pure et simple. Alors, merci. Fabrice Fernand, vous êtes au contact de ces jeunes tous les jours, vous organisez des formations. Qu'est-ce qui coince finalement? On fait des études, de très longues études, on a le background nécessaire, prérequis même pour gérer une entreprise, mais on ne se lance pas. Qu'est-ce qui bloque? Déjà, je partage à 100% l'analyse qui a été faite par mon confrère. De mars 2017 à mars 2021, oui. J'ai reçu et discuté avec plus de 3000 entrepreneurs camerounais. 3000. Plus de 3000. dont à peu près 300 ont été finalement accompagnés. Vous imaginez déjà le taux de rejet, il est d'à peu près 90%. Le problème, en fait, c'est le mindset. Vous avez beaucoup qui vous disent qu'ils veulent devenir entrepreneurs, qu'ils sont des entrepreneurs, mais en réalité, qu'ils n'en sont pas. C'est ce que j'appelle d'une manière peut-être un peu péjorative des débrouillards. Mais j'ai dit péjoratif, mais ça s'explique. Quand vous avez quelqu'un qui décide d'être entrepreneur parce qu'il a faim, il a déjà échoué. Une telle personne devrait plutôt travailler à mettre toutes les chances de son côté pour avoir un emploi. Parce que l'entrepreneuriat obéit à une certaine méthodologie. Il ne suffit pas simplement de dire, voilà, je peux vendre ceci ou je peux offrir tel service pour dire qu'on est un entrepreneur. Non. C'est une méthodologie sur le long terme. Il faut être capable de comprendre sur le long terme son environnement, de prendre le temps de poser les bases afin de pouvoir obtenir les résultats. Et lorsque vous en avez beaucoup qui se présentent à vous, qui disent avoir la flamme entrepreneuriale, mais qui en réalité ont la fièvre entrepreneuriale, il faut comprendre que quand vous avez la fièvre, c'est une maladie. Vous avez besoin qu'on vous donne un comprimé pour faire baisser la fièvre. Mais lorsque vous avez la flamme, elle prend le temps nécessaire pour vous consumer. Et lorsqu'elle vous a consumé, non seulement elle vous éclaire, mais elle éclaire également autour de vous. Les programmes gouvernementaux sont presque tous nuls. Vraiment, vous m'excuserez de le dire d'une manière aussi directe. Ils sont presque tous nuls. J'ai d'ailleurs été de près ou de loin, on va dire, lié à quelques-uns. Et le problème des gens est que même dans les universités, vous voyez un master tech, on vous dit un cours d'initiation à l'entrepreneuriat. Mais ma foi, il est dispensé par un docteur ou un professeur qui n'a jamais, comme quelqu'un l'a dit, géré une épicerie de toute sa vie.
ou même acheter ne serait-ce qu'une moto, comme on dit au quartier, et la mettre dehors. Donc, il n'a que des notions purement théoriques, parfois même la plupart du temps téléchargées sur Internet, dont ne correspondant pas à la réalité dans laquelle nous évoluons. Et c'est une pareille personne qui va se voir confier la mission de former des jeunes entrepreneurs. À la fin, on va se retrouver avec une génération hors sujet, qui va développer des choses, une méthodologie qui ne correspondra jamais à la réalité du terrain. Donc, c'est autant de choses qu'il faut prendre en compte. Et je terminerai en disant simplement que il faut donner la possibilité aux acteurs du terrain qui maîtrisent la réalité économique, la réalité de l'entrepreneuriat du Cameroun, de pouvoir, n'est-ce pas, prendre par la main ces différents jeunes-là. Nous avons déjà essayé avec notre plateforme Hannibal Incubator et à la date d'aujourd'hui, c'est plus de 1000 jeunes qui ont déjà suivi les formations. Et dans les mois qui viennent, il y a un programme de mentorat et qui va être lancé et beaucoup d'autres choses. Je crois plutôt à ce type d'initiative pragmatique plutôt que des grands débats qui seraient faits par des grands théoriciens. Alors, ce type d'initiative qui finalement se multiplie un peu plus ces derniers temps, Stéphane Issé, vous avez sans doute suivi, comme Fabrice Fernand-Fangois, ils sont très nombreux aujourd'hui à proposer à des jeunes qui ont, comme il disait tout à l'heure, la flamme entrepreneuriale, des formations spécifiques dans des domaines précis afin d'élever cette flamme peut-être. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, aujourd'hui, qu'il y a une réelle avancée ? Est-ce que ça change ? Est-ce que ça permet de créer plus d'entreprises ? On n'a peut-être pas les chiffres exacts, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ces formations qui se multiplient aujourd'hui ont un impact ? Alors, nous n'allons pas nous n'allons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Cette affaire d'incubateur et de séminaire et colloque devient un peu comme cette affaire des églises de réveil. Ça veut dire que il faut bien qu'on sépare les vrais des faux. Parce que de faux, il y en a déjà une multitude. Tout à fait. Dans cette affaire. Aujourd'hui, tu ne comprends plus quel est exactement le rôle de ces messieurs et dames. Ils se disent mentor, coach. Ils sont à la limite philosophes, coach de vie, coach en entrepreneuriat, une sorte de fourre-tout. Coach en entrepreneuriat sans entreprise pour la plupart. Ça veut dire que ils en ont fait un métier. Vous regardez un gars, ils gagnent leur vie à partir de ça. Un gars qui n'a aucun métier, qui n'a aucune entreprise, qui n'a aucun vécu en tant que chef d'entrepreneur ou manager, qui s'est levé un matin. Et quand je vous ai dit qu'il y a aussi, que c'est comme ces histoires d'église de réveil, c'est que comme les pasteurs aussi, ils ont des visions. Ça veut dire qu'un matin, il a eu une vision et il a estimé qu'il peut commencer à donner, à aider les jeunes Camerounais à l'entrepreneuriat. Mais c'est dangereux. Très dangereux. C'est dangereux parce qu'après, ce qu'il dit à ces jeunes, vous n'avez qu'à voir les sommes. Ça veut dire que nous sommes quand même dans un pays où on a encore du mal à manger tous les jours. D'accord ? Comment des Camerounais il a des problèmes basiques de santé, de nutrition, d'hébergement, il a des problèmes à se vêtir. Et vous organisez une sorte de séminaire et vous demandez près de 15 à 25 000 francs, 30 000 francs à un jeune Camerounais pour une journée. Vous venir écouter. Il y a récemment un monsieur, je préfère taire son nom, mais un monsieur qui a demandé aux jeunes pour une journée 25 000 francs pour leur apprendre à prendre la parole en public en une journée. C'est pas, je veux dire qu'il y en a quand même qui ne parviennent pas, qui n'arrivent pas. Il va donc parvenir au bout de 3 heures de temps. En fait, si tu me permets, c'est pour voir le côté non sérieux de ces affaires-là. Tout à fait. En fait, c'est devenu comme, moi j'appelle ça le business model de la secte. Vous savez, dans une secte, la seule personne qui prospère véritablement, c'est le gourou. Les fidèles sont là et ont une seule mission, mais inconnue d'eux-mêmes, c'est d'enrichir le gourou.
Donc, voyons, vous créez des conditions dans lesquelles on crée une certaine dépendance vis-à-vis de ce gourou, de cette secte-là. Et ces gens profitent malheureusement de la situation de péril dans laquelle se trouve notre jeunesse pour leur vendre des rêves parfois vraiment complètement extraordinaires. Quand tu dis 25 000 même, non, 25 000 c'est rien. Il y en a qui vous font payer 250 000 pour une formation d'une journée. Vous êtes assis, il y a un grand gourou qui est devant. Il va parler pendant 7 heures de temps. Et après, tout ce que vous avez à dire, c'est Amen. Vous vous tournez, vous en allez. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gourous font, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Peut-être un entrepreneuriat pervers, c'est vrai. Mais ça leur permet par contre de gagner de l'argent. Mais maintenant, c'est les zouaves qui se retrouvent complètement délaissés, en fait. Oui. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Mais moi, je me suis souvent dit, il faut avoir quand même... En dépit du fait que nous soyons devenus capitalistes par la force des choses, il faudrait quand même rentrer quelque peu à nos valeurs culturelles. Il faudrait se dire que nous sommes africains et que peut-être j'aide mon petit frère. Quand tu prends 40 000 francs à un enfant ou à un jeune Camerounais pour des histoires pareilles, moi je me demande souvent c'est quoi le suivi après. Il n'y a plus aucun suivi. Oui, alors, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que l'État qui est garant des libertés d'aller et de venir, garant de l'avenir de cette jeunesse devrait faire? Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez ouvert une brèche sur la question de la formation, puisqu'on en parle, c'est d'inclure des programmes d'entrepreneuriat peut-être un peu plus tôt dans les lycées et collèges pour susciter cette flamme finalement chez les jeunes. Alors, vous, comme nous tous, on regarde évidemment des chaînes étrangères. Vous voyez souvent des chaînes étrangères dire l'armée de terre recrute. On supplie même les petits Français d'entrer dans l'armée. Oui. D'accord? On ne peut même pas tenter ça ici. Vous essayez un truc pareil ici, vous avez toute la terre qui... D'accord? Donc, quand je dis ça, c'est que l'État même a l'obligation de le faire pour essayer de désintéresser les Camerounais à ce qui est fonctionnariat. Oui. Parce qu'à la réalité, l'État ne peut même pas recruter tout le monde, même pas la moitié de la population. Il faut que ce soit clair. Donc l'État a tout à gagner à prendre des mesures pour essayer de désengorger ces rangs-là des jeunes qui veulent des concours administratifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je trouve que c'est très simple. D'accord? Je trouve vraiment... Bon, c'est vrai qu'on dit quand vous ne gouvernez pas, tout est facile pour vous. Mais vraiment, à un moment donné, il y a des choses qui sont basiques. D'accord? Aujourd'hui, il y a peu de temps encore, le ministre du Commerce autorisait à ce qu'on importe du poulet. Et ça, c'est un problème. Il y a des jeunes qui élèvent, qui ont des fermes ici dans ce pays. Pourquoi vous n'aidez pas ces jeunes-là à agrandir leur ferme, par exemple? Pourquoi vous ne créez pas des centres multimédia que de partager des ordinateurs qui ne vont pas faire 2 ans à des jeunes étudiants? Pourquoi est-ce que vous ne créez pas des centres médias ou des médiathèques où ces enfants-là vont aller travailler, vont aller s'initier à tout ce qui est technologie, à tout ce qui est nouvelles techniques de l'information et de la communication, par exemple? C'est des choses comme ça qu'il faut développer. Ça veut dire que vous aidez le jeune Camerounais à marcher et dès qu'il peut marcher, il s'en va de lui-même. Nous avons de la chance dans ce pays que chacun d'entre nous, au moins, a un village. Et a des terres. Et des terres qui sont cultivables. Donc, ils peuvent faire des champs, ils peuvent faire des gens riaient quand M. Baïbek parlait sur l'une des chaînes concurrentes à la vôtre. Mais c'est vrai. Est-ce que tu n'as pas vu ta mère faire des beignets? Nous avons eu un restaurant assez grand à un moment donné dans ce Yaoundé ou à Douala où on vendait des beignets et du haricot. Oui, mais le chef de l'État lui-même, dans ses discours, appelle les jeunes à s'ouvrir à revenir à l'agriculture, qui est l'une des chances qui pourrait... il ne faut pas demander. Il y a une chose que de demander, une chose que d'accompagner. En fait, et une autre que d'accompagner. Donc, il faudra accompagner ces jeunes. Les jeunes, tu crois qu'il y a un jeune là dehors qui refuse d'être millionnaire?
sérieux. D'accord. Fabrice Fernand Fangois. Oui, j'ai bien eu envie de rebondir sur la question de l'agriculture. Oui, allez-y. Où on va dire aux jeunes de retourner d'aller faire l'agriculture. Bien sûr. Mais en même temps, quand vous observez les lois sur le foncier au Cameroun, il est impossible à un jeune d'avoir accès à la terre. Les lois sur le foncier au Cameroun, si vous n'avez pas un certain âge aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir accès à la terre, à la propriété foncière. En fait, c'est extrêmement compliqué. Je le dis, nous avons encore ça discuté tous les jours. Je préfère taire le nom des localités pour ne pas faire du tort aux uns et aux autres. Mais vous arrivez, vous achetez 30 hectares, 50 hectares. Maintenant, lorsque vient le moment de devoir tigrer, on vous dit non, vous n'avez pas l'âge. Vous ne pouvez pas. Et donc, vous êtes obligé d'aller chercher un grand-père qui n'est même plus le vôtre, parce que le vôtre est décédé depuis, pour pouvoir faire des alchimies et tout. C'est compliqué. Donc, il y a parfois des discours, mais après, les actions ne suivent pas toujours. Oui. Mais maintenant, je fais partie de ceux qui développent plutôt une philosophie pragmatique. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que toutes les conditions puissent être réunies, moi, je suis de ceux qui préfèrent avancer et faire quelque chose. Et dans le sens de que faut-il faire pour l'entrepreneuriat au Cameroun? Oui. Personnellement, j'attends plus grand-chose de l'État. Si quelque chose est fait, c'est tant mieux. Si rien n'est fait, c'est pas grave. Et quand je dis je n'attends plus grand-chose, ça ne veut pas dire que je vais rester couché chez moi et dormir. Parce que j'estime que chacun a une certaine responsabilité. Si vous avez pu faire 2, donner la possibilité à un plus jeune de faire 0,1. C'est la raison pour laquelle, ça va peut-être venir, on aura peut-être d'autres occasions d'en discuter. Mais nous nous sommes donnés pour mission, chaque mois, de financer au moins un jeune à hauteur de 2 millions de francs. Nous avons appelé ça le Next African Entrepreneur. C'est une compétition. La première édition s'est terminée il y a 1 semaine et demie. Et justement, on a M. Timeni Segui qui est celui qui a remporté. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à créer les conditions pour que au moins 15% des revenus générés par notre entreprise puissent servir justement au financement de l'entrepreneuriat jeune. C'est 2 choses qu'il faut. 1, c'est la formation. Et de 2, c'est le financement. Oui. Et je vous assure que c'est pas si compliqué en fait à mettre sur pied. C'est un peu comme le cycle de la nature. Il faudrait qu'il y ait du soleil pour absorber l'eau. Et c'est parce que le soleil a absorbé l'eau qu'il va avoir de la pluie. Et c'est parce qu'il va avoir de la pluie qu'il va avoir. Est-ce que justement, ce n'est pas aussi ces financements-là qui manquent? Je veux dire, il y a des jeunes qui ont de la volonté, qui ont des projets, qui veulent mettre sur pied, mais qui n'ont pas toujours les moyens matériels d'implémenter cela. Est-ce que ce n'est pas aussi ça la question la disponibilité des financements? Oui, la question du financement, je sais qu'elle revient tout le temps. Oui. Personnellement, déjà, quand je démarre, j'ai réussi à mobiliser 500 000, oui. Mais ma première entreprise a besoin de financement de 5 millions. Et j'ai réussi à mobiliser les 5 millions à partir des 500 000 que j'ai. Et en 5 ans aujourd'hui, je crois que nous sommes autour de plus ou moins 350 millions de mobilisés pour les entreprises de notre groupe. Et s'il faut étendre à l'ensemble du réseau, nous sommes à plus d'1 milliard de levées. Pour dire qu'en fait, la problématique du financement est une fausse problématique. Les financements ne manquent pas. Ce qu'il manque, c'est des projets matures. Je m'explique. Pas plus tard qu'hier, j'ai un jeune qui arrive dans mon bureau et il dit qu'il veut me rencontrer. Déjà, il est venu sans avoir pris un rendez-vous, mais bon, c'est pas grave. Je termine la réunion que j'avais et je l'appelle pour le recevoir. Il me dit qu'il a besoin de financement, il a besoin de 30 millions. Je dis, OK, quel est ton projet? Vous m'excuserez peut-être de ne pas en parler en détail pour ne pas l'exposer. Mais le gars me fait un développement lyrique tellement mélodieux. Et lorsqu'il termine, je dis, OK, là maintenant, qu'est-ce que tu as déjà fait toi-même? Concrètement, si tu dis que tu veux ouvrir une industrie de fabrication de beignets, il faut au moins que tu me dises que tu as acheté avec tes propres économies une petite casserole là, 2 morceaux de bois et tu mets ça là avec un peu de farine. Tous les jours, tu vends 10 beignets. Et maintenant, tu veux le financement pour ouvrir une usine de fabrication de beignets. Le gars n'a rien. En fait, il a juste son business plan qui s'est assis dans sa chambre, qu'il a essayé de faire 1 ou 2 recherches sur Google et puis il a tapé. Et il vient il vous dit qu'il a besoin de 30 millions de financement. Je lui ai dit non, cher ami, tu n'as pas besoin de 30 millions. Donc, ce n'est pas les financements qui manquent les moins, c'est le processus de maturation. Si je veux 30 millions, je vais prendre un cas encore concret.
Aujourd'hui, j'ai une entreprise qui, je crois, dès demain, va boucler un financement de 50 millions auprès d'une communauté d'investisseurs. Nous avons déjà en tout, en 3 ans, mobilisé 40 autres millions. Les 40 millions de mobilisés, c'était en cédant à peu près 35% de l'entreprise. Mais les 50 que nous allons mobiliser demain, c'est en cédant 10% de l'entreprise. Seulement, avant de lever 40 millions, on a commencé par lever 2 millions. Et 2 millions nous a permis de faire un certain nombre de choses et ensuite lever 20. Et ensuite lever, et ensuite. En fait, c'est step by step. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Vous n'avez jamais rien fait de votre vie. Absolument rien. Expérience managériale, zéro. Ou dit même à certains parfois, allez demander des stages non rémunérés. C'est de l'expérience que vous allez gagner. Et vous vous présentez, vous dites que vous avez besoin de financement, et juste parce que vous estimez que vous avez eu l'idée du siècle, alors le monde doit se plier en quatre pour vous donner ce financement. Non. Nous sommes dans une société capitalistique, ce qui veut dire que vous devez réussir à démontrer votre valeur auprès de vos investisseurs. D'accord. La discipline, la patience et le sacrifice. Discipline, patience, sacrifice. Stéphanie Sendo, on va peut-être terminer par là. L'appel de la diaspora a été fait par le président de la République, Paul Biya. C'était le 10 février dernier. Il appelle les jeunes qui sont allés conquérir, qui sont allés en Occident et qui ont pu réussir à revenir au niveau du pays pour réinvestir, créer de la richesse. Est-ce que ce vœu du chef de l'État va facilement passer dans l'esprit de nos compatriotes de la diaspora? Je doute. J'en doute fortement. Parce que quand quelqu'un réussit à arriver de l'autre côté, déjà il faut interroger comment il a fait pour arriver là-bas. D'accord? Oui. Il faut vraiment avoir l'esprit patriotique de M. Nganou. Ça veut dire que tu souffres, tu fuis une certaine vie, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu fuis une certaine vie, tu parviens par des moyens extrêmement pénibles à arriver, je ne sais pas moi, en Occident. Tu te bats et tu réussis à te stabiliser. Mais parce que tu t'es stabilisé, on te dit un matin, il faut retourner au pays. Je suis d'accord, je suis patriote, il faut rentrer. D'accord? Mais croyez-moi, ce Camerounais, aussi haut que soit son patriotisme, ne pourra pas rentrer s'il n'a pas la certitude de ce que il ne va plus retourner dans la précarité dans laquelle il était quand il était ici. D'accord? Oui. C'est ça, Loïc. Ça veut dire que quand vous demandez aux compatriotes de revenir, Monsieur le Président, essayez de créer des conditions qui favorisent leur retour. Moi, je pense que les Camerounais de la diaspora font déjà beaucoup. Les fonds, ils les envoient ici, ils construisent ici, il y a des boutiques ici. Après, on va me dire que ce n'est pas de grandes... Mais il y en a même qui font de grandes entreprises ici. Mais il y a des choses que ces gens-là demandent. Je ne suis pas forcément d'accord avec eux, la double nationalité, machin, mais ce sont des enfants du terroir qui vont revenir au pays quand ils auront... On n'est jamais bien que chez soi. Oui. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne reviennent ici, si ce n'est l'envie d'être aussi stable qu'ils ne le soient là-bas. Oui. Et maintenant, une dernière chose sur le financement. Allez-y. Est-ce que mon co-panéliste a dit non? Il faudrait qu'on fasse vraiment la part des choses. Le financement est un problème. C'est un problème. Moi, je pense que le financement est un problème parce qu'il y en a qui ont eu des projets viables, qui ont commencé même, mais qui n'ont jamais bénéficié de quelconque financement. Ça, c'est d'un. De deux. Même si il arrive, je n'ai pas envie de justifier ici la fainéantise des uns et des autres qui n'ont besoin que d'argent. Loin de moi cette idée-là. Mais même s'il arrive, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais eu à faire ceci. Vous pouvez créer un processus d'accompagnement de cela. C'est fait. Ça veut dire que s'il y a une idée que vous estimez novatrice, Tout à fait. vous pouvez créer une sorte de structuration qui voudrait que vous accompagniez cet individu-là, Oui. non seulement à contrôler vos revenus, mais à ce que cette idée-là Merci. voit le jour. Merci Stéphanie. C'est peut-être un mot en 10 Avant secondes. de revenir sur la diaspora, justement, oui. je suis d'accord avec Steve. Actuellement, chez nous, par exemple, nous avons un programme d'accompagnement stratégique de 6 mois. Pour ce que nous appelons les starters. Je n'ai pas dit start-upers, j'ai dit starters. Donc, ceux qui ont juste des idées et qui pensent avoir besoin de financement. Mais on les amène d'abord à structurer ces idées avant de lever les financements. Oui. Seulement, 7 sur 10 disparaissent après un mois.
parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps nécessaire pour structurer leur projet. Immédiatement, ils vous disent qu'ils ont besoin d'argent. Je reviens sur la question de la diaspora maintenant pour terminer. Oui. Là encore, je vais vous donner une statistique qui va vous surprendre. Actuellement, nous avons un rythme mensuel moyen de l'ordre de 100 millions de mobilisés pour les divers projets que nous accompagnons. 100 millions de francs mensuels en moyenne. Et 70% de nos investisseurs viennent de la diaspora. Et ce chiffre de 2019 à 2020, parce que 2021, on n'a pas encore toutes les statistiques, c'est une croissance de 40%. Donc, en un an, le volume d'investissement venant de la diaspora dans nos réseaux a augmenté de 40%. Pour dire que concrètement, ce qu'on pense souvent, la diaspora camerounaise est hyper patriotique, en fait. Oui. Mais maintenant, il faut améliorer les conditions. Merci, Fabrice Fernand Fangoua. Merci, Stéphanie Sendo, d'être venu aujourd'hui sur ce plateau pour débattre de ces questions d'intérêt. On espère vous retrouver avec nous très bientôt. On espère vous retrouver également, vous, très chers téléspectateurs. Merci de nous avoir retrouvés. C'était Réalités économiques sur H Télévision. À très bientôt.